Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hervé Doula, fondateur de 1628 Films, entre autres. Bonjour Hervé. Bonjour à toutes les deux. Hello. Hervé, pour démarrer cet épisode, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes, des petites alertes qui laissaient présager de la tournure qu'a pris ta carrière professionnelle ? Question difficile à laquelle j'ai envie de répondre oui et non, parce que non, d'abord parce que j'étais, je crois, comme beaucoup d'enfants et comme beaucoup de garçons en particulier, j'avais pas les idées très claires sur ce que je voulais faire quand j'étais grand, quand je serai grand. Et je sais d'ailleurs toujours pas vraiment ce que je veux faire, mais enfant, au collège, au lycée et même à la fac, la vocation est venue relativement tard. Cela dit, oui quand même. Parce que quand j'y réfléchis aujourd'hui, et même si j'ai mis du temps du coup à trouver ma voie via la vidéo et l'audiovisuel, ce dont quand même je suis sûr, la constante un petit peu de mon état d'esprit, ça a été quand même le goût pour les histoires. C'est-à-dire, enfant, j'étais déjà d'une part, j'adorais qu'on me raconte des histoires ou les lire ou les voir au cinéma. J'étais je crois qu'on peut le dire, un très très gros lecteur enfant et avec un vrai goût pour les histoires. Et ce goût pour les histoires, ensuite, il s'est traduit par l'envie d'en raconter au travers des vidéos, par exemple. Et je crois que c'est vraiment un point, si je rentre tout de suite un petit peu dans le vif du sujet de la dimension professionnelle de mon parcours, c'est un point qui est très important dans l'audiovisuel en général et dans la vidéo en particulier, c'est les histoires qu'on raconte. Mais j'adore en raconter à mes enfants. J'ai inventé des tonnes de persos, des séries qui durent depuis 10 ans, 15 ans avec mes enfants. Et je crois que une bonne partie de ma motivation et de mon goût professionnel d'aujourd'hui dans le domaine de la vidéo vient de ce goût pour les histoires. Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que ça fait quasiment 16 ans qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble régulièrement. Et c'est très difficile de faire, par exemple, des publicités pour des territoires parce que souvent, ils veulent tous qu'on montre toutes les activités possibles, tous les prestataires. Ils veulent absolument qu'on montre tout, mais sans jamais raconter d'histoire. Et je t'ai pas choisi parce que tu peux être le meilleur vidéaste ou le meilleur monteur du monde, mais parce que pour moi, t'es l'une des personnes qui sait le mieux raconter les histoires. Donc ça fait super plaisir que tu dises ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ta carrière professionnelle, justement ? Comme je le disais, elle était teintée d'incertitude dès le début. Encore une fois, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtraient dans un discours qui consiste à dire que c'est quand même difficile de trouver sa voie. Dès mes études, où j'ai fait des études un peu chaotiques, j'ai fait un DUG de mathématiques. J'ai commencé dans les mathématiques parce que j'adore les maths. Et donc, le DUG, pour les plus jeunes, c'est L1, L2, on va dire, licence 1 et 2. Comme j'adorais les probabilités et l'analyse mathématique, du coup, après, je me suis orienté vers les sciences économiques parce que dans certaines écoles, on va dire, de la science économique, il y a beaucoup de mathématiques et de probabilités. Du coup, j'ai fait licence maîtrise, ça veut dire L1, M1,
L3M1 en sciences économiques. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer celui qui allait donner ma première impulsion professionnelle, c'est-à-dire un prof de l'UPMF à l'école, l'université Pierre Mendès France de Grenoble, Pierre Chex, qui était un prof d'économie du sport, qui a ensuite, et malheureusement c'était après mon départ, parce qu'il y a 54 ans, donc les études ça remonte à un peu loin, hein, qui m'a orienté sur l'économie touristique et l'économie du sport. Et du coup, étant originaire moi-même d'une station, c'est un sujet d'abord qui me plaisait. Et puis, j'ai fini mes études du coup par un DEA, c'est-à-dire un master 2 orienté recherche sur l'économie du sport, et que le thème que j'ai creusé, c'est là ce qu'on appelle la gouvernance locale touristique, la gestion des stations, si vous voulez, gestion entre guillemets, puisque la station en tant qu'entité juridico, fiscale n'existe pas. Hein. C'est plutôt un patchwork, une station, et c'est un sujet qui m'a passionné. Du coup, ma carrière a débuté en 95 jusqu'en 2008 en bureau d'études spécialisé tourisme. Et je crois qu'on a essayé, en tout cas, de faire évoluer le modèle de gouvernance locale. J'ai beaucoup travaillé aussi avec une autre professeure de Sciences Po qui s'appelle Françoise Gerbeau, donc qui aujourd'hui est à la retraite, mais qui était à l'époque une chercheuse du CNRS qui était en pointe sur ces questions de gestion. Philippe Bourdeau, bien sûr aussi, et puis Pierre Moreau, avec qui je me suis associé dans la première entreprise qu'on a créée en 96, qui s'appelait Architecture et Territoire Développement, et qui était un bureau d'études. Je passais ma vie dans les destinations touristiques, c'était pas que les stations de montagne, même si c'était le gros de nos clients, à mettre en place des outils de gestion et de gouvernance locale, mais aussi de financement des biens et services collectifs. J'ose pas dire publics, c'est au-delà, c'est des skibus par exemple. Grâce à des outils que la fiscalité touristique française permet, tels que la taxe de séjour, taxe d'hébergement, etc., qui sont certes une énième taxe comme notre pays les aime, mais qui sont aussi des leviers de gouvernance, de management, et puis de financement, bien évidemment, qui sont extrêmement intéressants à mettre en œuvre, si on les met en œuvre intelligemment, dans un contexte aussi complexe que la gestion d'une station. Et donc jusqu'en 2008, ça a été un peu mon sacerdoce, hein, parce que c'était vraiment un sacerdoce, hein, parce que aller prêcher, aller 3 ou 4 soirs par semaine en station ou en destination touristique, face à des hébergeurs notamment, hein, à qui il fallait expliquer le bien fondé de ces taxes au service de l'accueil de leurs clients, c'était, j'ai envie de dire, c'était physique, hein, c'était quand même très très compliqué. Ça m'a permis déjà, je dirais, de mettre en avant, d'utiliser mon goût pour les histoires aussi, parce que y compris à des professionnels du tourisme qui soient élus, hébergeurs, moniteurs de ski, restaurateurs, loueurs de ski, que sais-je encore, sur un territoire donné, qui est une destination touristique, on leur raconte une histoire en fait, c'est celle de leurs clients. Et des attentes de ces clients qui partagent, etc. Il y a quand même une mise en scène à faire. Et si on y arrive bien, on obtient des résultats juste incroyables. Et qui aujourd'hui, je dirais dans le contexte un peu de crise que traverse notamment la montagne française depuis une dizaine d'années, entre les crises factuelles telles que le Covid, etc., et puis la crise climatique, etc. Ces outils de gouvernance locale aujourd'hui, qu'on n'a peut-être pas à l'époque suffisamment réussi à mettre en œuvre, sont, je dirais, seraient particulièrement utiles, quoi. Seraient utiles. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Toujours est-il que j'ai commencé à travailler mon goût pour les histoires à cette époque-là, et puis ma connaissance aussi du monde du tourisme, puisqu'à l'époque c'était ma vie, de la gestion touristique, des attentes des clients, etc. En 2008, sur un coup de tête, hein, n'ayons pas peur des mots, et au moment d'élections municipales qui étaient toujours des creux d'activité pour un bureau d'études, comme pour tous ceux qui travaillent avec des collectivités locales, eh bien, en 2008, un peu lassé aussi d'une vie de déplacement incessant, je me suis lancé dans une passion initiale aussi, l'image et la vidéo, et donc j'ai créé 1628 films,
grâce à mon réseau, à l'époque, il était, je crois, assez unique, de connaissances dans le domaine touristique et de réseau aussi, de directeurs d'office, de maires, etc. C'est une activité qui a tout de suite bien fonctionné par ce réseau, mais aussi parce que bien conscient des attentes des clients, finalement, des stations, dans leur grande diversité, ça c'est vraiment un sujet. Eh bien, mais je crois que mes propositions, en fait, et tu t'en parlais, Armel, à un moment donné, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, j'ai envie de dire, et on a ensemble mis en œuvre, je crois, quelques-uns de nos plus beaux projets, comme à Chamonix, par exemple, qui m'a beaucoup marqué. Grâce à cette connaissance de l'économie et des attentes du tourisme et des touristes en France en particulier, je crois qu'on met en œuvre du coup et on définit et on conçoit plus efficacement des produits vidéo, puisque ça s'appelle comme ça, des produits vidéo, comme d'autres produits d'ailleurs, qui répondent aux attentes à la fois de promotion de territoire et puis de sensibilisation. Il faut toucher des gens, il faut leur raconter à notre tour une histoire, puisque quand on achète un séjour, quand on achète des vacances, etc., la dimension affective, la dimension onirique, etc., est extrêmement importante. C'est pas uniquement un lit, un forfait et des lattes qu'on achète ou qu'on loue. C'est du rêve. Et de ce point de vue-là, d'être un peu armé, je dirais, culturellement, intellectuellement sur le sujet, m'a aidé à démarrer très vite dans ce domaine-là. Et de tourisme, l'événementiel qu'on fait énormément maintenant, mais l'événementiel qui est toujours l'événementiel sportif, outdoor en particulier, c'est toujours rattaché à un territoire. Là aussi, les territoires mettent en œuvre des événements dans un but d'animation, de promotion, etc. également. Voilà. Donc voilà en quelques mots ma carrière. En 2008, donc je crée 1628 films. Et aujourd'hui, on a beaucoup progressé sur de la production vidéo depuis quelques années. Depuis le Covid, en fait, on travaille aussi énormément sur le live. On est spécialisé sur l'outdoor en montagne. Même ça ne veut pas dire qu'on fait que ça, mais je dirais que c'est 70% de notre chiffre d'affaires. Et l'événementiel, et du coup on développe aussi des compétences, des outils, les motos électriques, les mounbikes, le drone, etc., qui nous permettent d'être performants dans ces environnements-là un peu spécifiques. C'est un marché de niche, mais sur lequel on s'est attaché à être les plus qualifiés possibles. J'aimerais bien que tu nous parles aussi d'un projet parallèle qui, je pense, te tient extrêmement à cœur. Alors, c'est peut-être pas d'ordre professionnel ou pas complètement professionnel, mais c'est l'action que tu as auprès des enfants des nuages ou dans les nuages en Éthiopie. Oui, merci d'amener le sujet. C'est vrai qu'il me tient à cœur. À la fois, oui, c'est un loisir pour moi, puisque je fais ça de façon bénévole et bien sûr, mais en même temps, ça fait appel à mes compétences évidemment. En novembre 2015, j'ai eu la chance. À l'époque, je travaillais beaucoup pour Alibert Trekking, l'agence de trekking, la fameuse agence de Chapareillan, avec qui je continue d'avoir d'excellentes relations, mais plus sous cet angle-là. Et à l'époque, il m'envoyait 2-3 fois par an, il m'embedait dans des groupes de touristes selon leurs besoins en photo et en vidéo, pour leur catalogue en ligne, de vente de séjour, bon bref, une vocation purement commerciale. Il m'intégrait dans des groupes de touristes pour en ramener des images et alimenter leur catalogue en ligne. En novembre 2015, il me laisse le choix entre le Sri Lanka et l'Éthiopie. Moi, les deux étaient extrêmement tentants, mais j'avoue que je suis très attiré par l'Afrique, et donc je signe pour l'Éthiopie direct. Je pars 15 jours, et pendant ces 15 jours, on fait un trekking dans le massif du Simien. C'est le nord de l'Éthiopie, c'est les hauts plateaux à 4000 mètres. C'est un parc national qui est à l'UNESCO. Et pendant ces 15 jours, je partage ma tente avec l'unique personne qui était seule aussi dans le groupe. D'habitude, les gens viennent en couple, entre amis, etc. Donc, les 7 autres personnes étaient toutes, déjà en groupe formé. Mais moi, je me retrouve avec Eric Collet, un jeune retraité suisse de chez Nestlé, là, avec qui on a super sympathisé.
Il n'y a pas d'autre mot. Ça a été une vraie rencontre et en même temps, on a tous les deux été ultra sensibles à la beauté du pays, à sa richesse culturelle, berceau de tout un tas tout un tas de choses, du café à l'humanité, enfin voilà, c'est l'Éthiopie, et en même temps extrêmement sensible à la pauvreté, enfin stupéfiante de ces gens qui vivent non seulement dans un pays pauvre, mais qui vivant en montagne sont les pauvres parmi les pauvres, sont comme dans tous les pays du monde par ailleurs. Et en passant dans un village qui s'appelle Sona, qui était, enfin un village, oui, qui était une étape de bivouac, eh bien, on a été vraiment extrêmement sensibilisés. Notre guide nous a fait rencontrer le directeur d'un embryon d'école qui existait sur place. Et puis la marche, c'est connu, hein, ça favorise la discussion, la réflexion, l'introspection. Et la semaine qu'il a resté de trekking avec Eric, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Bref, je vous la fais courte. En juin 2016, on a créé une ONG en Suisse, à Montreux, chez Eric, qui s'appelle Children in the Clouds et qui a pour vocation de collecter des fonds pour construire des écoles sur les hauts plateaux du Simien. Et donc, on a construit une première école qu'on a inaugurée l'an dernier pour 600 gamins, des logements pour 20 instituts, l'eau, l'électricité, une des plus belles écoles du pays, clairement, et qui est quand même à 3700 mètres d'altitude, puisque les hauts plateaux sont tous autour de 4000 mètres. Et là, on est sur la deuxième école. Et puis, mon travail à moi, Eric s'occupe beaucoup de la partie administrative, réseau, etc. En tant qu'ancien de chez Nestlé, il a beaucoup de réseaux, mais on organise aussi beaucoup d'événements, de projections de films. Moi, je m'occupe de la communication, bien sûr. C'est-à-dire que je fais les images, photos et vidéos de tous nos voyages, etc. À la fois pour inciter aux dons, communiquer, faire en sorte que, bon an, mal an, on collecte à peu près 100 000 euros pour construire ces écoles. Et puis, en même temps, rendre des comptes, faire des rapports d'activité, rendre des comptes à tous les donateurs, en sachant que 100% de l'argent collecté part en Éthiopie. Pourquoi ? Parce que la fondation ne vit qu'avec des bénévoles, Eric et moi, plus d'autres personnes qui nous ont rejoints. Chaque fois qu'on va là-bas, on prend en charge nos propres frais de voyage. On ne coûte absolument rien à la fondation. Et du coup, sur les 100 000 euros, 100 000 francs, je devrais dire, parce que c'est des francs suisses qu'on collecte chaque année, les 100 000 partent en Éthiopie, moins quelques timbres fiscaux en Suisse, mais c'est ridicule. Est-ce que tu veux bien donner le site web pour que les gens puissent éventuellement aller regarder ? Ils trouveront beaucoup de vidéos, du coup. Hein. childreninthecloud.org, tout attaché, donc childreninthecloud.org. Et on publie pas mal de contenus qui rendent compte un peu de notre action, de sa philosophie. La dimension touristique, d'ailleurs, par parenthèse, n'est pas du tout absente. C'est un des 3 piliers de notre projet. Il y a un pilier, bien sûr, éducatif qui comprend la construction des locaux, des bâtiments, les fournitures scolaires, les uniformes, les choses comme ça. Il y a un pilier agro-environnemental, puisqu'on est dans un parc, parce que le développement des techniques agricoles passe par les enfants, nouvelles espèces, nouvelles techniques, etc. Et puis, il y a un pilier touristique, puisque nous-mêmes, on l'a découvert dans un cadre touristique, ce lieu. Et que, d'autre part, c'est une ouverture pour ces enfants, hein, notamment les 600 gosses qui sont à l'école. Le passage des touristes, c'est une ouverture sur le monde puisqu'ils y rencontrent d'une part des professionnels du tourisme, guides, cuisiniers, muletiers, scouts rangers du parc, etc., qui sinon ils les verraient jamais. Ils y voient des étrangers aussi, des touristes. Et ça peut donner à ces enfants une ouverture sur le monde. Pour les gens, c'est aussi une occasion assez unique de rentrer un peu en profondeur dans le fonctionnement d'une communauté locale, puisque tout est fait pour du coup les accueillir et leur expliquer les tenants et aboutissants du projet, sa gouvernance extrêmement importante qu'on a mise en place dès le début avec des comités de construction, etc. Et puis, c'est une ressource aussi pour la maintenance de l'école, puisque la fondation a comme principe de ne financer que de l'investissement et pas de fonctionnement. Donc, les profs sont bien sûr, les 20 profs qui y sont payés par l'éducation nationale éthiopienne. Les gardes de l'école, il y a 2 gardes qui sont payés par le district rural. On n'engage pas la fondation sur des rolling costs, comme on dit, sur des frais de fonctionnement. Et du coup, l'entretien de l'école, par exemple, bénéficie des dons
fait par les touristes quand ils passent directement, parce que c'est là que c'est le plus efficace en fait. Du coup, avec ces deux projets en parallèle, tu as certainement des anecdotes. Alors, tout à l'heure en off, Armel évoquait quelques projets que vous avez montés ensemble avec 1628 films, mais aussi certainement des anecdotes assez dingues quand on se lance dans un tel projet dans une ONG avec la distance et avec cette envie de faire bouger les choses. Est-ce que tu as quelques anecdotes incroyables, positives ou difficiles à nous partager? Ouais, des anecdotes, c'est clair, hein, il y en a beaucoup, hein. Comme beaucoup de gens, dès lors qu'on a un métier qui t'emmène sur le terrain, sur des terrains variés, sur des terrains engagés, sur des terrains exotiques, à la rencontre de gens, bon voilà, il y en a beaucoup. Je saurais même pas par laquelle commencer en fait. Moi, ce que j'aimerais dire, est-ce que c'est une anecdote ou pas? Je dirais non. Je pourrais parler de 1000 rencontres en fait, comme autant d'anecdotes, mais de 1000 rencontres qui m'ont ébloui en fait. Et c'est vraiment ça que je retiens. Alors c'est très positif hein, en fait. Hein. Des anecdotes négatives, des choses. J'en ai plein aussi. Des moments où même on a été en danger, des moments où on en a chié, etc. Comme beaucoup de gens, j'en ai plein, mais je les oublie, celles-là, clairement. Non, pour moi, on a la chance de faire un métier, et je dis on parce que souvent ça a été avec Armel, par exemple, un métier qui nous permet de rencontrer des personnalités quand même vraiment incroyables. Des personnalités qui peuvent être soit des grands champions, comme on a travaillé avec Armel, avec des champions olympiques. Récemment, j'ai fait un docu sur Victor Mufajandet avec ses blessures, avec Lucas Stanus, qui a été vraiment impactant, vraiment sur la dimension, enfin des choses vraiment étonnantes. Et puis, autre rencontre à l'opposé de l'échiquier, j'ai envie de dire, c'est cette maman à Sona, donc en Éthiopie, quand on y est passé la première fois, et en fait, c'est elle qui a remporté le morceau en nous convainquant avec Eric de dire non mais là, on peut pas ne rien faire. Et cette maman avec qui on discutait avec des parents, le directeur de l'école, des parents qui habitaient à côté ou qui étaient, etc. Et puis en leur disant mais comment on peut vous aider? Alors il y en a un qui te dit ah mais il nous faudrait une route, parce qu'il n'y a pas de route évidemment. C'est 3 heures de marche à pied pour y arriver. Ah non, mais il nous faudrait le réseau GSM parce que on est coupé du monde et tout. Ah ouais, d'accord. Ah non, là il nous faudrait un pont et tout. Et puis à un moment, il y a une maman, vraiment. Je l'ai refilmé après hein, dans un docu que vous pouvez voir sur childreninthecloud.org. Il y a une maman qui dit non mais les gars, arrêtez vos conneries. Ce qu'il nous faut, c'est une école. Alors moi, je lui dis mais pourquoi une école? Elle dit mais tout le reste, c'est du baratin. Et une école, c'est la seule façon qu'on a de travailler sur un avenir plus riche et meilleur pour nos enfants et pour nous-mêmes. L'école et l'éducation, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Si un jour on veut une route, il faut qu'on soit capable de se la construire nous-mêmes et de la financer même nous-mêmes et tout. Mais tant qu'on restera des paysans vivant en autarcie, qui ne savent ni lire ni écrire et dont l'espérance de vie est de 40 et quelques années, il se passera rien. Donc, il faut que nos enfants puissent s'éduquer, que certains d'entre eux aillent à l'école, à l'université, reviennent, qui infirmier, qui instituteur, etc. Et pour ça, il faut commencer par le CP, et il nous faut une école. Donc, on leur a construit, c'est là on s'est dit, bon, ok, on leur a fait l'école, la première école, elle va du CP à la fin de collège, de 3e, et on est en train de construire du coup le lycée sur la ville de secteur. Ça a été une rencontre incroyable. C'est pas de l'ordre de l'anecdote, presque au contraire, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même très pointu, et c'est ces rencontres-là qui un jour ont changé ma vie, parce que ça m'a engagé, voilà, dans quelque chose qui aujourd'hui me prend un temps fou, sans problème, mais avec tellement de satisfaction, quoi. Alors, tu parles de satisfaction, mais si tu regardes ton parcours, est-ce que, à tout hasard, tu aurais fait une grosse erreur, et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? Des erreurs, des grosses erreurs, j'en ai fait tellement. Je dirais la chose que j'ai apprise le plus lentement,
malheureusement, c'est un peu du temps perdu et tout, mais c'est la possibilité en fait de faire confiance aux autres, de s'appuyer sur les autres, d'être conscient que grâce aux autres, on va pouvoir faire mieux, etc. Je me souviens, et ça date de mon métier d'avant, je me souviens d'un soir où je rentrais d'une énième réunion publique, je crois que c'était à Saint-Sorlin-d'Arves, donc dans ce qui allait devenir les Cybèles, c'était pas les Cybèles encore. Et donc une réunion qui avait été à la fois fructueuse et à la fois dure et tout, et puis là-haut dans la Maurienne, là vers le col de la Croix de Fer, tout ça, il y a que France Culture qui passe. Et j'écoutais France Culture, donc, et c'était 11h du soir, hein. Donc je rentrais à Grenoble, j'écoute France Culture, et sur France Culture, il y avait un moine franciscain qui parlait de musique baroque. Autant vous dire, un sujet un peu pointu. Et à un moment, bon, j'écoutais ça d'une oreille distraite, et puis à un moment, il dit, je sais plus pourquoi, il parlait de Dieu et de la musique baroque qui est très liée à la religion et tout, et il dit, Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Et je me suis dit, je vous jure, mais c'est exactement ça. Là, alors, c'était exactement ça en station, parce qu'une destination touristique, elle a ça de spécial, c'est que sous l'enseigne Saint-Sorlin-d'Arves, Val d'Isère ou la Grande Motte ou ce que tu veux, il n'y a pas une entité qui gère, c'est une multitude de professionnels du domaine public, du domaine privé, du domaine associatif, des moniteurs de ski, des restaurateurs, des élus, un directeur d'office, etc. Et sous cette enseigne, tu as donc une multitude de centres qui forment. En gros, tu as deux façons de dessiner un cercle. Tu as la façon, je dirais, administrative, tellement française, de prendre un compas, de planter un centre et ensuite de tourner et de dessiner ton cercle. Et puis, il y a une deuxième façon qui est peut-être beaucoup plus réaliste, c'est de faire des points, un point là, un point là, un point là, un point là, qui obéissent à des lois de gravité, je dirais quasiment physiques, de sciences physiques, et qui, à force de faire des points et tout, vont eux aussi former, c'est plutôt un disque qu'un cercle, mais enfin, vont quand même former cette même forme. Et je dirais que la différence entre l'entreprise touristique station et une entreprise touristique, je prends un constructeur automobile par exemple, Renault, c'est que Renault, c'est une entité qui maîtrise de A jusqu'à Z son produit et qui te livre une voiture dont tu as choisi la couleur, la motorisation, les options. En station, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Celui qui fait l'assemblage du produit final, c'est le client. Pourquoi ? Parce que selon qu'il fait du ski ou pas, etc., il va te prendre ici de l'hébergement, ici des cours de ski, un resto par-ci, des courses par-là. Il va aussi emprunter des espaces publics. Il va emprunter un skibus qui est gratuit. L'été, il va faire de la randonnée sur des sentiers qui sont gratuits. Il va assembler finalement des composantes publiques et privées, payantes ou gratuites, et constituer le séjour de ses rêves. Et ce périmètre-là où il est nulle part aussi, pour faire écho à mon franciscain, c'est que le périmètre d'une station de montagne, par exemple, en été ou en hiver, c'est pas du tout le même. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, on se déplace beaucoup plus difficilement. Et quand vous allez en vacances à Val d'Isère en hiver, vous allez beaucoup moins bouger que si vous y allez en été, ou à coup sûr, vous allez aller à Bonneval, c'est évident, ou dans la Vanoise. Voilà. Et donc, mon franciscain, il m'a parlé comme ça. Et je me suis dit, il faut mettre en œuvre des outils qui tiennent compte de cette réalité et pas essayer de réinventer un modèle, on va dire, industriel dans les stations. Ça ne marchera jamais. Et c'est un peu ce sur quoi on a travaillé. Et je dirais que du coup, ça veut dire qu'il faut s'engager, faire confiance aux gens, à se dire que la qualité finale du produit, elle dépend de tout le monde. Parce que si tu as un hôtel 5 étoiles, mais que le trottoir qui est devant ton hôtel, il est tout pourri et plein de nids de poules, ça va pas marcher non plus. Donc tout le monde a intérêt au succès de l'autre. Et c'est ça la clé du succès. Et du coup, l'idée, si je reste sur le domaine du tourisme, c'était de se dire, débloquons des ressources communes, telles que la taxe de séjour, et utilisons-la comme le petit paquet d'argent qu'on met, enfin le petit paquet, c'est des millions d'euros, à Val d'Isère par exemple, qu'on met au milieu de la table pour que les gens viennent s'asseoir autour. OK ? Et construisent ensemble la réponse à une problématique complexe qui est celle de répondre aux attentes des clients dans leur grande diversité. Et du coup, il faut se faire confiance, il faut apprendre à travailler ensemble. Et j'ai retrouvé, juste pour conclure, ça a été une grande leçon de vie. Et quand je me suis lancé dans la vidéo, je me suis dit, bon, voilà, la vidéo, c'est un milieu d'indépendants.
Certains sont intermittents, d'autres sont auto-entrepreneurs ou gérants non salariés comme moi. Mais il faut absolument adopter ce même mode de fonctionnement, je dirais en constellation. Développer des liens, des routines, parfois contractualisées, parfois informelles, qui nous permettent d'être suffisamment agiles pour répondre aux demandes dans leur grande diversité. Un coup, il faut une équipe de 2 personnes et des fois, on est 18. La semaine prochaine, on est à la Pyramenta, l'équipe, c'est 18 personnes. Voilà. Et puis, demain, j'ai un tournage où je suis tout seul. C'est comme ça. Et par contre, voilà, je dirais, si je reviens à ta question initiale, Ariane, c'est de dire l'erreur souvent, c'est de se dire non mais il y a que moi qui sais faire bien, il y a que moi qui maîtrise le truc, etc. Construire des relations plus complexes en réseau, c'est quelque chose en fait sur lequel il faut aller très vite. Et c'est pas juste se remplir un carnet d'adresses, parce que ça aussi c'est parfaitement inutile. C'est plus de développer des liens de coopération, de concertation, de coopération qui soient riches pour que, encore une fois, se retrouver dans des situations où chacun ait intérêt au succès de l'autre, c'est la meilleure garantie de succès. Et pour faire tout ça, il faut beaucoup d'énergie, de motivation. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Parce que c'est quand même ça demande de puiser dans ses ressources, et puis on n'a pas toujours non plus le résultat escompté. Donc où est-ce que tu vas chercher ton énergie, ta motivation dans ces moments difficiles? L'énergie, oui, c'est clair, il y a des hauts et des bas, il y a des fois on est très déçu, la vie, c'est pas des pétales de rose, non. Je dirais que après c'est quelque chose qui se développe aussi, c'est la capacité d'une part à vite oublier, vite surmonter les difficultés ou les déceptions. Ensuite, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, alors, j'ai 2 proverbes familiaux que je vous livre, mais parce qu'ils m'ont tellement aidé. Ma mère, elle m'a toujours dit, rien ne résiste au travail. C'est tout. Donc, si ça marche pas, ça veut dire que t'as pas assez travaillé, en fait. Alors, bien sûr, des fois, on est trahi, des fois, on est déçu, des fois, machin. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Il y a toujours une solution. Donc, rien ne résiste au travail. Et du coup, quand j'ai un coup dur, quand une déception, quand ça marche pas, je me remets au boulot, aussi sec. Alors soit pour autre chose, voilà, c'est extrêmement courant. Et se remettre au travail psychologiquement, c'est excellent parce qu'on passe à autre chose, on repositive, on recrée des opportunités. Voilà, ça c'est ma méthode un peu bête et méchante. De surmontage des des coups durs et des déceptions. Et le deuxième, tu as dit il y en a 2. Ouais. La deuxième, c'est mon père plutôt qui me disait va lentement, on est pressé. C'était un montagnard, mon père, c'était un alpiniste. Et quand c'est vrai au premier degré en montagne, c'est très connu. On court pas en montagne, on saute pas en montagne. Alors ça a un peu changé l'époque, mais quand même. Et d'aller lentement, de faire des gestes précis, mesurés, réfléchis à chaque fois. Quand on est pressé, il faut aller lentement. Et c'est ce que je fais aussi. D'autant plus qu'on est à une époque où les choses s'accélèrent tellement, la capacité d'aller vite et on passe un coup de fil, tout est fait très vite. D'aller lentement, des fois, c'est pas mal de temporiser. Voilà. Ça, c'était le deuxième proverbe qui m'a toujours guidé dans mes façons de faire. Je suis pas un rapide, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça en fait un peu partie, je dirais. C'est des conseils, en fait déguisés en proverbes. Encore une fois, je crois que le conseil de ma mère qui dit rien ne résiste au travail, je trouve que c'est vraiment un bon conseil parce que d'abord ça renvoie à soi-même. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est quand même très facile de se dire si ça a merdé, c'est parce que machin. Bien sûr que des fois on tombe sur des cons, des fois on tombe sur des salauds, des fois on tombe sur des gens qui comprennent pas, etc., etc. Mais quand même, tant pis. Mais surtout revenir à soi-même, à sa propre responsabilité. C'est voilà un bon conseil.
qu'on m'a donné un jour, il y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, c'est de dire quand tu es face à un gros problème, un problème qui te préoccupe, demande-toi 2 choses. La première, c'est est-ce que tu peux faire quelque chose? Enfin non, tu te demandes une chose et tu réponds de 2 façons. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, je peux faire quelque chose pour résoudre mon problème. Bah alors, pourquoi se faire du souci? Ou non, je ne peux absolument rien faire pour résoudre ce problème, il dépend pas de moi. Pourquoi se faire du souci? Ça, c'est un bon conseil. Parce que on a tous tendance quand même à vite se faire du souci, à mal dormir, etc. Et c'est normal, hein, parce que on est face à un problème. Bon, ça aide à rester zen un petit peu et à se faire confiance, ou alors à ne pas endosser des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Alors c'est marrant que tu dises que ça aide à rester zen parce qu'il se trouve que c'est en fait une sagesse bouddhiste. J'ai une petite question pour toi au sujet de ce fameux meilleur conseil qu'on t'ait donné et le fait de se remettre au travail quand ça résiste, enfin puisque rien ne résiste au travail. Tu as 3 fils naturels, mais tu as aussi un 4e fils. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Lucas Stanus. Est-ce que c'est un conseil que tu lui as donné à plusieurs reprises? C'est clair. Et pas que à lui. J'aime beaucoup bosser avec les jeunes en général. Et Lucas, il avait 15 ans quand on a commencé. Il en a 33 aujourd'hui. Et c'est vrai aussi en Éthiopie, hein, où il y a beaucoup de jeunes que je suis. Il y en a qui sont à l'université maintenant. Avec lesquels depuis 2016 on a lié aussi beaucoup de. Moi j'aime beaucoup travailler avec les jeunes et alors j'essaye de pas être moralisateur ou de pas être top to bottom et de donner de délivrer des paroles et des sentences, pas du tout. J'essaye d'abord de donner vraiment l'opportunité de s'exprimer dans les meilleures conditions, ça c'est clair. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, quand les problèmes ou les questions surviennent, d'y répondre, de discuter, etc. Et évidemment, surtout à des jeunes chiens fous comme Lucas, qui sont aussi talentueux que foufou, mais qui ont vraiment un gros talent à la base. C'est particulièrement intéressant pour moi et important pour lui de canaliser, de construire aussi un background intellectuel, culturel, j'ai envie de dire, qui lui permette de s'exprimer dans les meilleures conditions. C'est ça qui me paraît important, la confiance. Du coup, construire une confiance en soi, mais être aussi conscient de ses limites, être ouvert à la coopération, comme je le mentionnais tout à l'heure. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très important et très difficile, beaucoup plus difficile qu'on pourrait le penser, parce que dans mon métier d'avant, du coup, j'ai géré beaucoup de salariés, ça m'a un peu vacciné, mais en même temps, parce que la relation salarié-employeur, qui est très formelle, elle porte beaucoup de contraintes. Là, aujourd'hui, c'est plus une relation avec des collègues, c'est même pas des collaborateurs, on travaille tous de la même façon, mais il faut quand même ne pas rester dans son coin, c'est un handicap, hein. Ne se faire confiance qu'à soi-même, c'est un sacré handicap, etc., etc. Et donc s'ouvrir aux autres, pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, pour que la relation. C'est ce concept, hein, qui est un concept japonais aussi. Tu citais les bouddhistes, je vais aller encore un peu plus à l'Orient. Ce concept japonais là qui veut que tu aies intérêt au succès de l'autre, ça paraît anodin dit comme ça, mais quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est soit tu vas essayer de profiter de cette association pour prendre une part du gâteau un peu plus importante, mais les associations, les coopérations qui durent sont celles où chacun a intérêt au succès de l'autre. Ça paraît anodin de dire ça, et pourtant, c'est ultra important. Et quand tu es dans ce type d'association, tu n'as pratiquement plus de soucis à te faire sur son devenir. Elle le dira peut-être pas toute la vie, mais en tout cas sur son efficience. Là, t'as plus vraiment de soucis à te faire. Merci beaucoup, Hervé Doula, fondateur de 1628 Films, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 5 points clés à retenir. Le premier, c'est que si vous souhaitez soutenir la fondation Children in the Clouds, rendez-vous sur childrenintheclouds.org. Le second, c'est que faire confiance aux autres et s'appuyer sur les autres
permet de progresser collectivement, car tout le monde a un intérêt individuel au succès de l'autre. Le troisième point, c'est que quand on travaille en tant qu'indépendant, il faut travailler en constellation, car la coopération est la meilleure garantie de succès. Le quatrième point, c'est une punchline d'un moine franciscain, donc elle va être un peu mystique. Ramenée à une station en tout cas, eh bien une station, c'est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Et enfin, les 2 dernières punchlines de l'épisode, on les doit à Maman et Papa Doula. Rien ne résiste au travail. Si ça ne marche pas, c'est qu'il faut travailler davantage. Et enfin, va lentement, on est pressé. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.